Bonjour, donc on a proposé un module de formation pour les proches aidants avec comme porte d'entrée les comportements problèmes. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est le quatrième webinaire. Il y a trois autres webinaires qui ont eu lieu auparavant. Un webinaire sur les comportements problèmes de manière générale et sur les fonctionnements des TSA, TND. Puis un webinaire sur la douleur, comment la repérer, comment la prendre en compte et un webinaire sur la sensorialité, comment identifier les particularités sensorielles de son proche et quels aménagements mettre en place et comment l'accompagner. Et le webinaire d'aujourd'hui donc porte sur les outils de communication adaptés. Donc voilà. C'est Coralie Fouina qui va nous présenter ces outils-là et comment les utiliser auprès de vos proches. Bonsoir à tous. Donc oui, en effet, je m'appelle Coralie Fouina, je suis psychologue et je travaille pour l'équipe mobile de l'ADAPI 69. Donc aujourd'hui, on est là, on est ensemble pour 1h30 environ. Donc si vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi à la fin de la présentation laisser un commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus tôt possible. On va parler en fait des outils de communication adaptés qui sont principalement utilisés en fait pour les troubles neurodéveloppementaux et particulièrement aussi avec les TSA. Euh, donc du coup, au niveau de notre définition, au niveau de notre sommaire, donc on va pouvoir en fait définir la communication dans un premier temps, évoquer les troubles neurodéveloppementaux. Quels sont ensuite les critères diagnostiques du TSA et le lien avec la communication, c'est-à-dire les spécificités de la communication dans les TSA. Toutes les aides à la communication réceptive avec la mise en place d'emplois du temps visuel et par objet. L'aide à la communication expressive, à savoir la CA, la communication alternative et augmentée. On verra en détail aussi la communication par image grâce au classeur de communication. Puis la communication par signe, à savoir le Macathon, le tableau de langage assisté, donc ce qu'on appelle le TLA, et enfin la communication par objet. Alors, dans un premier temps, c'est important de se rappeler la définition de la communication. La communication, dans sa définition stricte, c'est l'action de transmettre et recevoir des informations, des idées, des besoins et des sentiments vers les personnes. Elle implique un partage et une interaction toujours entre plusieurs personnes. Cette communication peut être verbale, donc lorsqu'on exprime euh, du langage, et à la fois non verbale, avec des gestes, des regards, des expressions faciales, des mouvements du corps, par exemple. Et cette communication, elle peut être réceptive, à savoir ce que l'on comprend. Donc, lorsque, par exemple, vous dites à un enfant, assis-toi, et que l'enfant répond à votre consigne en allant s'asseoir. Et la communication expressive, donc c'est ce que l'on exprime avec en effet la parole, mais également par des signes, par des images, par plein de canaux en fait, nous pouvons exprimer des choses euh, par rapport à la communication. Euh, il était important de rappeler en fait également les troubles neurodéveloppementaux. Qu'est-ce qu'un trouble neurodéveloppemental? Donc c'est un trouble qui va impacter finalement le développement d'une personne. Donc on en regroupe plusieurs. Donc on a le TSA, le trouble du spectre de l'autisme que l'on va aborder de façon plus précise après, troubles du développement intellectuel, des troubles de la communication, des troubles spécifiques des apprentissages comme la lecture, l'écriture, le calcul par exemple, des troubles moteurs également, donc qui font partie des troubles du neurodéveloppement. Et puis donc ce qu'on appelle le TDAH ou TDA, donc le trouble déficitaire de l'attention, donc le TDA, et lorsqu'il est associé avec de l'hyperactivité, le TDH. Il y a d'autres également TND qui peuvent être retrouvés en fait dans cette classification. Donc, dans les troubles neurodéveloppementaux, nous retrouvons les TSA, donc l'autisme qui est un trouble neurodéveloppemental qui se révèle avant l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, on parle de TSA donc depuis 2013, c'est-à-dire depuis la dernière classification du DSM-5.
qui est là. Avant, donc, ouais, on parlait des faits d'autisme. On parle maintenant de diade autistique avec deux grandes en fait, catégories de, de symptômes et de déficits et de problématiques. Donc principalement là, le déficit de la communication et des interactions sociales avec un déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle, un déficit des comportements non verbaux, un déficit du développement et un maintien de la compréhension des relations. Et on retrouve donc ce fameux caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts, avec des mouvements répétitifs, stéréotypés, des intolérances au changement, avec une adhésion inflexible à des routines. Donc des personnes en fait qui ont des routines très spécifiques. Et lorsque ces routines sont modifiées, ça peut être très compliqué pour elles. On retrouve aussi des personnes TSA donc, qui ont des intérêts restreints ou fixes, qui peuvent être anormaux dans leur intensité ou leur but, avec effectivement beaucoup, par exemple, de personnes qui peuvent nous parler de moyens de transport, qui savent tout sur ça, ou alors qui se déplacent avec des objets bien particuliers et qui gardent en permanence avec elles. Et puis, donc, bien sûr, les stimuli sensoriels avec une hypo, une hyper ou une hyposensibilité. Donc, l'hypersensibilité, comme son nom l'indique, c'est le fait d'être trop sensible à certains stimuli. Donc, des personnes qui peuvent effectivement avoir des difficultés à entendre certains sons ou voir certaines lumières qui sont trop fortes. Ou lorsqu'elles sont en hypo, c'est qu'elles ne ressentent pas assez certaines sensations ou certains stimuli et sont dans la recherche en fait de sensations. C'est pour ça qu'on peut voir certaines personnes TSA qui tournent sur elles-mêmes ou qui sont parfois en train de chercher le contact avec leur peau, par exemple. Donc pourquoi on a parlé de TSA pour élargir en fait cette notion d'autisme parce qu'on se rend compte que dans ce trouble neurodéveloppemental, il y a différentes formes d'autisme et différents degrés. Et donc il était intéressant voilà, d'élargir et de parler de spectre pour qu'on puisse rentrer plusieurs formes d'autisme. Dans cette notion de spectre, on retrouve la forme sévère et la forme modérée et la forme légère. Euh, Ensuite, ce qui était intéressant d'évoquer, c'était que dans les troubles neurodéveloppementaux, et notamment dans les TSA, il y a une spécificité de la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes TSA, il y a une absence de langage dans 50% des cas, ou bien un retard de langage. Le langage est non fonctionnel, donc c'est-à-dire que c'est souvent un langage qui n'est pas adressé euh, pour, vers le partenaire de communication. Donc on remarque souvent des écholalies, c'est-à-dire des phrases apprises par cœur, utilisées hors contexte, ou alors des mots qui sont répétés mais qui ne sont pas adressés. Et alors des personnes, quand on leur dit, bah, par exemple, si cette personne s'appelle Nicolas, bonjour Nicolas, la personne va répéter bonjour Nicolas. On voit hein, ce discours assez souvent chez les personnes TSA. À la fois, il y a également des difficultés de compréhension du langage. Donc, lorsque les consignes sont trop longues, on voit que certaines personnes peuvent être en difficulté pour comprendre lorsque on s'adresse à elles. Le second degré est également compliqué à déchiffrer, à comprendre chez ces personnes, ainsi que l'ironie. Euh, et puis, on retrouve aussi l'utilisation du langage non verbal qui est assez défaillant avec le regard, le ton et le volume de la voix qui peuvent être aussi impactés et les problèmes de distance, donc parfois des personnes qui s'approchent trop près de nous ou au contraire qui s'éloignent trop. Et puis, ben, ça se traduit également par des difficultés de compréhension du langage non verbal. Donc, elles ont des difficultés à comprendre de nous notre ton de voix ou alors nos expressions du visage et du corps. Donc, toutes ces spécificités de la communication entraînent des difficultés à comprendre la communication et en effet à communiquer verbalement ou par d'autres façons. Alors, si nous voulons évaluer la communication, donc c'est en effet souvent les professionnels qui vont pouvoir évaluer
la communication chez les personnes qui présentent un trouble neurodéveloppemental, mais c'est vrai que le Comvor, donc, c'est un outil qui est très utilisé, alors surtout l'ADAPI. On essaye au maximum d'utiliser cet outil parce qu'il est précieux. Il va évaluer le niveau de présentation et de représentation des personnes avec autisme et également des personnes qui ont une déficience intellectuelle et des troubles de la communication, donc on retrouve dans les troubles neurodéveloppementaux, ce qui va permettre de mettre au point une communication alternative ou une augmentation ou une communication augmentative qui va être individualisée. Donc ça va permettre d'évaluer la compréhension de la personne de son environnement, c'est-à-dire quelle est la forme de communication qui est la plus adaptée. Est-ce qu'il s'agit d'objets? Est-ce que la personne comprend les objets? Est-ce qu'elle comprend des pictogrammes, donc c'est-à-dire des pictogrammes assez génériques de certaines situations? On verra des exemples après. Est-ce qu'elle comprend des photos, des dessins? Est-ce que c'est en couleur, noir et blanc? Est-ce que c'est en langage écrit pour certains qui ont accès à la lecture? Et puis, quel est le niveau de compréhension de la personne? Que perçoit-elle? Quelle signification y attribue-t-elle? Est-ce cette personne est sensorielle ou à un niveau plutôt représentatif? Donc, c'est quand même un outil qui est, comme je vous disais, précieux puisqu'il permet voilà, d'évaluer la communication réceptive, donc à savoir ce que la personne va comprendre, mais donne également des informations pour la future mise en place d'une communication expressive, c'est-à-dire apprendre à communiquer à cette personne, quelle est la forme qui va être la plus appropriée pour elle. Alors, pour justement nous aider à la communication réceptive, on a l'habitude d'utiliser beaucoup de supports visuels ou par objet pour certains, ce qui va permettre la compréhension des personnes justement pour qu'elles comprennent leur environnement. Donc, par exemple, cela va les aider pardon, à mieux comprendre les consignes. Donc, par exemple, on va montrer, lorsqu'on montre une photo de pyjama, ou alors même le pyjama lui-même, cela va indiquer à la personne que c'est l'heure de dormir. Euh, et ça va permettre également d'apporter une aide pour les transitions. Par exemple, montrer un pictogramme illustrant l'établissement à une personne qui est à son domicile le week-end, qui va permettre de mieux vivre cette transition entre les deux lieux. Parce que, en effet, à cause des soucis de communication, c'est-à-dire que lorsque nous disons à la personne, bah, le week-end est terminé, tu retournes à l'établissement, qu'est-ce que comprend cette personne du fait de ses problèmes de compréhension, du fait de nos phrases qui sont très très longues, alors que les visuels ou les objets va permettre en fait de tout de suite comprendre, de faire comprendre à la personne ce qui va se passer dans son environnement. Alors là, du coup, vous pouvez voir plusieurs exemples. Alors, on a un bel exemple là d'un emploi du temps en fait visuel. Alors, c'est un déroulé, les pictogrammes ne sont pas mis. Vous voyez, on a l'habitude en fait d'utiliser un déroulé sous cette forme-là. Donc, on peut mettre une première image de l'activité ou du temps qui est prévu, par exemple pour le matin, puis le midi, l'après-midi, etc. Et lorsque l'activité est terminée, elle est placée dans une petite enveloppe finie. Donc, cela permet en fait de donner surtout des repères temporels à la personne. Et puis, on utilise généralement trois supports. Donc là, on voit des pictogrammes. Donc les pictogrammes, vous voyez, c'est ce genre d'images qui sont assez générales et qui, en fait, vont donner l'information sur le planning. C'est-à-dire, là, ça va être l'heure de déjeuner. Et vous voyez, ce pictogramme, il peut être utilisé, en fait, dans tous les environnements. C'est-à-dire à la maison ou à l'établissement. Le tennis, là on le voit, et puis le bain avec le petit bonhomme qui prend le bain. Là, pour des photos, vous voyez, c'est plus représentatif en fait pour certains parce que certaines personnes, lorsque nous avons fait le Comvor, justement, on se rend compte que certaines personnes ne comprennent pas ça, mais comprennent des photos. Et certaines comprennent des photos d'elles, ou alors des photos vraiment de ce qui se passe à la maison ou dans l'établissement, et ça a plus de sens. Il est tout à fait possible de commencer par ça et d'entraîner les personnes à ce que justement, par la suite, elles puissent apprendre ça. L'enseignement de ces pictos est quand même plus conseillé parce qu'en fait, donc n'importe quel environnement, la personne pourra s'y retrouver, c'est-à-dire le picto toilette, par exemple. Euh,
c'est quand même plus intéressant que ça soit un pictogramme générique, parce que comme ça, cette personne, elle pourra en fait comprendre justement le sens partout, c'est-à-dire le lieu toilette, et puis faire une demande toilette dans tous les environnements. Mais lorsque certaines personnes n'ont pas accès à ça, les photos aident bien aussi. Et puis quand certaines personnes pardon, ne comprennent ni les pictos ni les photos, on peut utiliser des objets pour justement montrer et indiquer le déroulé de la journée. Donc d'abord, on va manger, ensuite, ça sera le tennis, et ensuite, on prendra la douche. Et ces objets sont c'est tout à fait faisable de les accrocher sur le planning, de la même façon que les images. Donc on retrouve de plus en plus ce genre d'aide et d'outils dans les établissements. C'est aussi quelque chose qu'on conseille beaucoup à la maison parce que ça donne beaucoup de repères et ça facilite beaucoup de choses comme nous venons de dire. Alors ensuite, nous allons passer à la communication expressive qui justement va permettre d'aider la personne à exprimer euh, et à pouvoir communiquer. Donc c'est pour ça qu'on parle en fait de CAA. La CAA, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire en fait communication alternative et augmentée. Alternative, pourquoi? Car elle remplace la communication en fait que nous connaissons, à savoir le langage. Et elle va permettre en fait de remplacer justement la modalité de langage. Augmentatif, pourquoi? Elle va permettre d'augmenter des opportunités de communication en complément du langage. C'est-à-dire que grâce à la mise en place d'une CA, la communication du coup choisie va être alternative et elle va permettre d'augmenter en plus la communication. C'est-à-dire que la personne, elle pourra faire de plus en plus de demandes et exprimer beaucoup plus de choses. Alors, quand est-ce qu'on se pose la question pour mettre en place une CA? Lorsque la communication n'est pas fonctionnelle. Donc, des personnes qui, bah, par exemple, peuvent parler, dire des choses, mais que ce n'est pas adressé. Donc, par exemple, ce ne sont pas des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent j'ai faim, j'ai soif, manger, toilette, etc. Mais qui sont, par exemple, toutes seules dans leur coin et qui répètent des choses qu'elles ont entendues. Parfois, ça peut être dans les vidéos, dans les livres ou même des discours qu'elles peuvent entendre à la maison. Lorsque la communication n'est pas spontanée, c'est-à-dire que la personne a toujours besoin d'aide, besoin de guidance pour pouvoir communiquer. Si cette communication est insuffisamment intelligible, c'est-à-dire si on ne comprend pas cette personne du fait de soucis de prononciation, par exemple, et lorsque le vocabulaire est très pauvre également, donc il est tout à fait possible de mettre en place une CAA. Et puis bien sûr, s'il y a ces cas de difficultés, d'autant plus la question effectivement se pose fortement de mettre en place ce genre de communication. Pourquoi? Car toute personne n'ayant pas les moyens d'une communication orale telle que nous la connaissons doit pouvoir bénéficier d'une modalité de communication. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, de pouvoir aider les personnes à communiquer. Euh, Là, on retrouve différentes formes de communication alternative et augmentée, donc nous allons aborder là ce soir. Donc, le classeur avec les échanges d'images, donc qui est assez, on va dire qu'on retrouve le plus souvent. Le macathon, qui suscite à la fois donc du coup des signes, des pictogrammes et le fait de parler aussi et de nommer. Le TLA, ce qu'on appelle donc le tableau de langage assisté, et puis la communication par objet. Euh, Cette communication alternative et augmentée, alors elle va permettre plusieurs choses. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante. Elle va permettre l'adaptation de la personne dans tout environnement et avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place ce genre de communication pour une personne et que ça fonctionne, euh, lorsqu'elle l'utilise dans son établissement, par exemple, eh ben, elle va l'utiliser à la maison et puis peut-être dans d'autres environnements. Donc cette personne, elle va être comprise partout. Ça va lui permettre également d'être autonome pour s'exprimer et pour faire différentes actions, et donc jouer sur la qualité de vie, bien sûr. Et puis, ça va entraîner une diminution des situations de frustration et par conséquent des troubles du comportement.
Donc, les études ont montré, et je pense que vous l'avez vu le webinaire par rapport au comportement problème, le fait de ne pas pouvoir communiquer euh, est une cause en fait importante avec la douleur en effet, mais est une cause importante de troubles du comportement. Et ce qui est logique, car une personne qui ne peut pas exprimer lorsqu'elle ne veut pas quelque chose, par exemple, lorsqu'elle a faim, lorsqu'elle a soif, lorsqu'elle a mal, cela entraîne des troubles du comportement. D'autant plus que cette forme de communication, elle va permettre un meilleur accès aux soins somatiques et une meilleure qualité de vie des accompagnants et des aidants. C'est-à-dire que lorsque nous avons une personne qui a des difficultés de communication et que nous mettons en place quelque chose et que cela fonctionne, euh, ça va également pour vous entraîner une meilleure qualité de vie, puisque du coup, ça va réduire les troubles du comportement et que vous allez avoir accès à des informations et ils vont se sentir compris, en fait. Et pour vous, la vie sera aussi plus facile. Et puis, bien sûr, donc tout ça va entraîner une meilleure qualité de vie pour la personne. C'est quelque chose qui est très, très important à mettre en place. Euh, D'autant plus que ces systèmes de communication, ils vont permettre de travailler le contact visuel, les interactions sociales, donc le lien à l'autre, et puis en même temps l'émergence du langage oral. Ça, c'est quelque chose qu'on en retrouve beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de peur quand on met en place ces outils de communication. Ils commencent à dire des mots, on a des mots, etc. J'ai peur qu'ils ne les utilisent plus. Toutes les études ont montré que mettre en place cette différentes formes de communication, comme ces outils, aident à l'oralisation. Donc c'est faux. C'est une mauvaise idée de penser ça. Et donc il est très important en fait de vraiment d'avoir ça en tête. Quelque chose qui est très important aussi, c'est que tous ces supports de communication, ils doivent être partagés au maximum par l'environnement dans lequel évolue la personne. Et il faut que ça soit généralisé, c'est-à-dire que si être dans l'établissement, euh, on utilise ces supports-là, le mieux, bien sûr, c'est qu'à la maison, on fasse pareil, pour qu'il y ait vraiment une généralisation en fait, de ces supports-là. Alors, quel type de communication alternative et augmentée choisir? Donc, c'est vrai qu'on a vu avec le Comvor que cet outil va nous donner des éléments. Il y a aussi une possibilité, c'est-à-dire que on peut voilà, se questionner sans faire le Comvor. Alors, c'est vrai que les professionnels l'utilisent beaucoup, mais il est arrivé hein, que des parents aussi, de personnes, de jeunes, d'enfants et d'adultes mettent en place des choses sans passer de Comvor. Il y a une question aussi, il y a toute une réflexion à avoir, c'est que dans un premier temps, il faut que cette forme-là soit la plus simple pour la personne, avec une question de prérequis. Donc, si par exemple, on sait que la personne a de très bonnes compétences visuelles, ce qui est quand même souvent le cas chez les personnes TSA, pas toutes, hein, mais on en retrouve quand même beaucoup qui comprennent très bien les visuels et qu'on voit qu'il y a beaucoup de compréhension de visuels et que cette forme va être la plus simple, il faut aller vers cette forme-là. Si la personne commence à faire des signes, par exemple, il faut aller vers cette forme-là. Il faut que ça soit le plus partageable avec son environnement à moyen et à long terme. Donc, penser à l'orientation adulte future. Lorsqu'on a des jeunes adultes, par exemple, ou des adolescents qui vont dans un futur établissement, voilà, qu'est-ce qu'ils utilisent, même si normalement l'établissement est censé se former on va dire, à ce qui est le plus simple pour la personne, mais on sait par exemple que les signes, on va en parler, le maquetton, la formation est plus difficile à avoir, par exemple. Donc voilà, si c'est pour qu'ils se retrouvent dans un établissement où ils ne connaissent pas du tout la modalité de communication, ça va être peut-être plus difficile. L'avantage des visuels, on en reparlera, c'est que c'est compris par tout le monde, à la différence des signes qui nécessitent une formation bien spécifique. Mais il est important de se questionner par rapport à ce qui va être partageable avec l'environnement. Il est tout à fait possible aussi de changer si la modalité ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests et voir si cela marche et si ça ne marche pas, on peut changer. Attention cependant à ne pas mixer les modalités pour le début de l'apprentissage. Euh, je prends souvent cet exemple, donc quand ça peut en fait porter confusion pour certaines personnes, avec par exemple l'apprentissage de deux langues ou trois langues en même temps. Nous-mêmes, nous sommes en difficulté, donc il faut faire attention à ça.
Après, par exemple, certaines personnes ont déjà des signes, quelques-uns qui sont fonctionnels, qui sont appris. Et là, nous pouvons garder ça en fait comme des signes à utiliser. Euh, et puis, si on voit qu'on n'arrive pas à développer plus de signes et qu'il y a des visuels qui peuvent être compris, on peut tout à fait voilà, aussi apprendre, on va dire, plutôt garder les deux. Mais lors d'un début d'apprentissage et qu'on commence au tout début, il faut mieux quand même rester sur une seule modalité. Euh, mais par exemple, voilà, un adulte qui vous fait ça pour boire ou qui vous fait un signe pour manger, il faut répondre à ces demandes-là, bien sûr. Et puis, il est tout à fait possible de mettre un classeur de communication à côté pour étayer d'autres demandes. Alors, euh, nous allons commencer là dans le détail par rapport à la communication expressive par échange d'images. Donc, c'est le fameux classeur le classeur de communication qu'on voit quand même assez souvent, de plus en plus. Donc, d'un point de vue historique, en fait, ça a été mis en place par Bondy et Frost donc, en 1985, c'était aux États-Unis. En France, ça a été introduit uniquement en 2002, donc vous voyez quand même que c'est assez récent, hein, ça a 20 ans en France, et que ça a été mis en place à la base pour des enfants avec autisme, des adultes également autistes, et puis d'autres personnes n'ayant pas une neuralisation fonctionnelle, donc par exemple des déficiences intellectuelles et des pathologies neurologiques. Moi, j'ai vu également l'utilisation de ce classeur de communication dans les maisons de retraite également pour des patients atteints de maladies assez graves ou des maladies neurologiques, par exemple. Donc, ce qui fonctionne également. Euh, et donc, du coup, ces systèmes, c'est un système de communication alternatif et puis augmentatif, hein, puisqu'il va permettre d'augmenter les demandes et incite la personne à utiliser des images mises à sa disposition pour faire de demandes et initier des échanges. Elle peut aussi s'utiliser sur tablette ou sur téléphone. Il y a des applications qui sont super, qui existent, et certaines personnes sont plus réceptives à ça. Ça peut être aussi plus simple car les pictos sont pas perdus, même si des fois les tablettes peuvent être cassées. Et voilà, il y a des avantages et des inconvénients sur différents outils. Euh, dans cette on va dire apprentissage hein, du classeur de communication, des échanges d'images, on a différentes phases. On retrouve dans un premier temps la première, donc consiste à apprendre à communiquer. On va les voir en détail juste après. Ensuite, la distance et persistance, la discrimination, la structure de phrase, euh, la demande réactive et les commentaires spontanés en dernière étape, dernière phase. Alors, lors de la première phase, du coup, on va simplement en fait apprendre à la personne à échanger une image contre un objet ou une activité. Donc, la personne apprend, je donne un picto, je donne une image, j'obtiens. Donc, nous prenons en fait l'image de l'objet que la personne souhaite avoir. Donc, c'est toujours important lorsqu'on commence à toujours mettre en place en fait et à utiliser des objets, ce qu'on appelle renforçants, donc qui sont agréables, qui sont très motivants, des objets ou des activités qu'on va repérer. Voilà, une personne, elle peut aimer un certain type de jeu, un certain type d'aliment, faire une activité et du coup repérer ça. Lorsqu'il s'agit d'objets, les mettre dans des boîtes, par exemple, boîtes fermées qui ne sont pas accessibles ou les cacher, mais que, par exemple, la personne peut les voir et qu'elle a envie de demander. Et lorsque cette personne, elle va éventuellement aller vers l'objet pour le prendre, et ben, du coup, là, on va en fait guider la personne pour qu'elle puisse demander l'objet. Donc là, on a plusieurs, en fait, au début, quand on apprend, en fait, cette première phase, on a plusieurs personnes, c'est-à-dire on a deux personnes qui vont guider, ce qu'on appelle apporter des guidances. Donc, derrière la personne qui va demander, c'est un enfant sur la photo, on a ce qu'on appelle un incitateur physique, donc quelqu'un qui se place derrière la personne et qui reste le plus discret possible et qui va guider, en fait, l'enfant là pour qu'il donne le pictogramme et en échange, le partenaire de communication qui se trouve en face va lui donner. Et donc, vous voyez là, le pictogramme est mis à disposition, il est positionné.
Donc l'incitateur physique, la personne qui est derrière, va guider l'enfant, prendre sa main pour qu'il donne le pictogramme à la personne qui est en face de l'enfant. Au fur et à mesure, donc la personne va comprendre, je donne un pictogramme, j'obtiens. Donc au début, on est sur uniquement un pictogramme. Lorsque l'enfant, là, dans cet exemple où la personne est indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de l'incitateur physique qui se met derrière elle, et que cette personne, donc l'enfant, va donner tout seul, sans aide, le pictogramme, c'est à ce moment-là qu'on passe à la phase 2. La phase 2, donc, ça va consister à apprendre à la personne à se déplacer vers son classeur et vers le partenaire de communication. Donc, dans la première phase, il n'y avait pas encore de classeur. Dans la deuxième phase, donc, on commence à mettre un classeur, toujours à utiliser un pictogramme uniquement. Et là, on va apprendre en fait la fameuse triangulation, c'est-à-dire je me déplace vers le classeur, puis je me déplace vers le partenaire de communication. Pourquoi? Parce qu'il est important en fait d'apprendre à la personne à se déplacer, car il n'y aura pas tout le temps quelqu'un en face d'elle pour répondre à sa demande. Donc, par exemple, à la maison, on a un bon exemple lorsque vous êtes en train de faire à manger, par exemple, ou dans la cuisine. Donc, que la personne qui a besoin de la communication, du coup, se déplace et aille vous voir et vous fasse une demande. Et que également, elle puisse apprendre à se déplacer vers son classeur. Donc là, c'est pareil, il y a souvent quelqu'un au début qui est derrière la personne pour la guider. Et puis après, petit à petit, on arrive à estomper la guidance. Et la personne là, du coup, est toute seule et se débrouille toute seule pour se déplacer vers son classeur et se déplacer vers la personne. Au début, la personne là se met assez proche et recule progressivement jusqu'à, par exemple, se retourner et puis aller à l'autre bout d'une pièce, par exemple. Et le classeur également, au début, il est assez proche, puis on l'éloigne progressivement pour vraiment que cette personne, elle puisse apprendre à demander dans n'importe quelle circonstance. On apprend également l'interpellation, c'est-à-dire que la personne se met derrière, le partenaire de communication, et se tourne. Et on va apprendre à l'enfant, au jeune, à la personne adulte, à interpeller en se mettant derrière pour que justement elle puisse insister pour communiquer. Voilà pour la phase 2. La phase 3 qui consiste en fait à différencier des images sur le classeur. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rajouter des images progressivement, puisqu'il est important que la personne elle puisse demander quand elle a soif, par exemple, elle donne bien le picto boire et pas le picto gâteau, par exemple. Et donc du coup, on va progressivement augmenter le nombre d'images dans le classeur avec au début un objet préféré et un objet un petit peu neutre, ce qu'on appelle un distracteur, pour qu'ils puissent vraiment différencier et demander le bon pictogramme. Puis deux objets préférés, puis trois objets préférés, et puis progressivement, on augmente le nombre de pictogrammes et on va classer par thème, nourriture, jeu, ou différentes choses, et pour qu'il y ait quand même un petit peu de sens. Il arrive que certaines personnes euh, modifient en fait leur picto et les mettent un petit peu comme elles veulent. Moi, j'ai tendance à dire que si elles s'y retrouvent, il faut les laisser parce que c'est leur outil de communication et c'est à elles. Et ça, c'est très important. Euh, Ensuite, donc la phase 4 qui va consister en fait à introduire la bande phrase. Donc là, vous voyez en fait une bande phrase qui va être accrochée au bout du classeur sur la page de garde. Et on va apprendre en fait à la personne à placer un picto je veux et puis à placer le picto de l'objet préféré ou de l'activité. Et puis après, à descratcher la bande phrase et à aller vers la personne pour pouvoir communiquer et dire je veux balançoire. Ouais, donc il y a tout aussi, il y a toute une procédure où au début on guide la personne et puis on arrive à estomper la guidance pour que cette personne soit autonome dans l'introduction de la bande phrase. Certaines personnes, surtout donc, qui ont de troubles importants ou des difficultés importantes, même au niveau de la motricité, pour lequel la bande phrase aussi peut être compliquée, c'est des supports qu'on adapte. Donc, il est tout à fait possible parfois de s'arrêter à la phase d'avant, sans la bande phrase,
et que la personne donne simplement le picto, et ça arrive même assez souvent, et c'est tout à fait OK en fonction de son niveau, parce que le but, c'est que cette personne soit comprise. Donc, elle dit je veux balançoire ou balançoire. L'intérêt du je veux, c'est qu'après, on puisse aller sur l'oralisation, mais certaines personnes n'y arrivent pas. Donc, il est tout à fait possible de rester sur le simple, le fait de donner le pictogramme. Euh, Ensuite, donc, on a la phase, l'avant-dernière phrase qui va consister en fait à répondre à la question qu'est-ce que tu veux? Et que la personne, en fait, naturellement, comme si elle disait bah, je veux balançoire, puisse prendre son classeur et répondre en fait de la même façon, mais avec des pictogrammes. Donc ça, c'est une phase également qu'on apprend qui va assez vite. Et puis la dernière phase, donc faire des commentaires spontanés, puisqu'avant on était surtout dans la demande avec le je veux. Et là, on serait sur la demande euh, pour qu'ils puissent en fait répondre à la question qu'est-ce que tu veux, oui, et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, et qu'est-ce que c'est. Et grâce à ces pictogrammes qui sont dans son classeur, il peut répondre à ça. Ou alors, la personne puisse faire des commentaires spontanés où naturellement, bah, lorsque par exemple elle sent l'odeur de la cuisine ou l'odeur d'un gâteau, elle puisse prendre un pictogramme, dire je sens, et puis mettre le pictogramme du gâteau, et puis aller voir la personne et dire bah, je sens l'odeur du gâteau, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce qui est plutôt rare, mais ce qui arrive, donc, parce que là, ça nécessite comme un très bon niveau. Mais on peut arriver sur ces dernières étapes de ces phases-là, en tout cas. Alors, ce que je vous disais, c'est que oui, il est tout à fait possible. Parfois, on rencontre des difficultés en fait pour bien élaborer, bien mettre en place ces différentes phases, et que il arrive très souvent qu'on adapte l'outil hein, dans le classeur et on va dire dans le gros manuel de la communication par image. Il y a plein d'alternatives qui sont possibles parce que des fois, on a certaines difficultés à avancer. Et on peut aussi adapter la forme. C'est-à-dire que si ne c'est pas un classeur, on peut par exemple avoir un support mousqueton où le mousqueton est accroché en fait là au niveau du pantalon et que bah, la personne peut tirer en fait le pictogramme correspondant ou même le pointer, le montrer. Là, donc là, j'avais pris en photo un jeune adulte qui était très réceptif au support et qui a en fait toutes ces demandes-là. Donc, il peut voilà, demander pour aller se promener, pour aller dormir, les toilettes et pour boire. Et puis, il arrive aussi que on puisse utiliser, par exemple, une planche de choix, au lieu d'avoir d'utiliser des pictogrammes qui se scratchent et descratchent, la personne peut en fait simplement pointer. Je pense à des personnes qui peuvent avoir des soucis de motricité fine ou qui peuvent jouer avec les pictogrammes et s'auto-stimuler avec la partie plutôt sensorielle qui est assez attirante pour certaines personnes TSA notamment. Et donc le fait de pointer, bah voilà, je veux ordinateur, je veux boire, et qui est tout à fait en fait compris, hein, c'est-à-dire que quand la personne fait ça, tout le monde comprend. Et si c'est plus simple pour elle, en tout cas, on peut aller vers ce genre d'outils et d'adaptation, c'est tout à fait possible. Et c'est la même chose en fait. L'objectif vraiment, c'est que ça soit, qu'il s'agisse d'une communication fonctionnelle, c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre. Et lorsqu'une personne pointe ce genre de pictogramme, c'est OK et c'est compris. Euh, donc voilà pour la communication par image, donc qui était quand même la principale, c'est vraiment la forme de communication que l'on retrouve plus chez les personnes, alors notamment TSA, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cet outil dans différents établissements aussi, et puis à la maison. On, on verra après les avantages, les limites aussi par rapport à d'autres outils. Alors là, nous allons passer au Macathon. Le Macathon, en fait, qui a été conçu par une orthophoniste britannique en 1972 pour répondre aux besoins d'enfants et d'adultes souffrant de troubles des apprentissages et de la communication. Et ça a été introduit en 93, 96, pardon, donc un peu avant le classeur de communication par image. Le Macathon est peu développé en France. C'est vrai qu'on a peu de formations qui sont assez accessibles. On va voir pourquoi c'est un peu difficile, mais en tout cas, c'est un super outil aussi et qui peut aider aussi certains.
Et certains signes sont quand même, peuvent beaucoup aider certaines personnes. Et donc, bah, si certaines personnes sont sensibles aux signes, bien sûr qu'il faut aller sur l'utilisation de ce support-là et cet outil, plutôt que des visuels, en tout cas si la personne comprend mieux les signes. Alors, c'est un programme d'aide à la communication et au langage constitué d'un vocabulaire fonctionnel et qui va être utilisé avec la parole, les signes et ou les pictogrammes. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir le pictogramme associé, en tout cas. Donc, en effet, on va signer et on va parler en même temps et on peut utiliser un pictogramme qui correspond, mais c'est pas obligatoire. Donc, on a plusieurs canaux qui vont être simultanés, c'est-à-dire le canal visuel avec les signes, les pictogrammes pour qu'il y ait un feedback kinesthésique avec le geste, et puis la parole qui fait appel au canal auditif. Cette superposition de plusieurs canaux de communication va permettre à la personne de s'approprier le moyen le plus adapté à ses capacités. Donc, on voit en fonction de ce qu'elle comprend, ce qui est le plus simple pour elle. Est-ce que les trois, c'est OK? Ou alors, en effet, on peut aussi enlever les pictogrammes en fonction de ce qu'elle comprend et ce qui est le mieux pour elle. Au niveau des signes, donc, il s'agit en fait de signes issus de la langue des signes française. Et ils sont utilisés pour introduire des concepts, étayer la compréhension et encourager la communication fonctionnelle. Donc là, je vous ai mis quelques signes qu'on peut retrouver, le encore, le papa, le maman, le bébé, ça va, frère, sœur, doudou, garçon, fille. Euh, voilà pour ces signes. Euh, on a là, bah, vous voyez, donc il y a la chanson là dans sa maison, un grand cerf, regardait à la fenêtre. Donc on voit en fait toute cette superposition des signes qui sont utilisés pour chanter cette chanson-là. Donc on a quand même une complexité de combiner en fait plusieurs éléments dans les signes. Le positionnement des doigts, le positionnement des mains dans l'espace, le mouvement, la direction et la coordination des deux mains entre elles. Et puis il y a également la position du corps ainsi que les expressions du visage qui sont utilisées. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans la langue des signes, en tout cas, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc c'est quand même des modalités qui sont assez complexes pour des personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux parce qu'il peut y avoir des soucis de motricité fine, de coordination et des soucis aussi d'imitation, on le sait. Donc voilà pourquoi c'est un peu moins retrouvé aussi, parce que c'est quand même difficile aussi pour ces personnes, mais certaines, encore une fois, ils sont réceptifs. Le vocabulaire qu'on retrouve dans le Makaton, en fait, c'est un vocabulaire de base qui est constitué de 450 concepts structurés en plusieurs niveaux. Donc, il y a 8 niveaux. Là, on a pris les niveaux principaux. On a les besoins élémentaires qui correspondent au niveau 1, les besoins liés à l'environnement familial, c'est-à-dire le niveau 2, les besoins liés à l'environnement éducatif, niveau 3, les besoins liés à une communauté plus large et le niveau 4, ainsi qu'un vocabulaire ressources avec plus de 7000 concepts. Pour chaque niveau, toutes les catégories grammaticales sont représentées. Mais attention aussi avec, ça paraît très très complexe, mais pour certaines personnes qu'on accompagne, il y a des personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental, développemental, pardon, il est surtout important qu'il y ait un vocabulaire qui soit personnalisé en fonction de ce qu'ils comprennent. Donc certaines personnes utilisent le Macaston et il peut y avoir uniquement 10 demandes, par exemple, avec 10 vocabulaires qui correspondent aux demandes et c'est suffisant et la personne comprend très bien ça et c'est assez. Et attention à pas trop complexifier aussi pour certaines personnes. Et donc, on va supprimer des items qui sont pas pertinents et on va surtout au début travailler des choses qui sont très fonctionnelles et augmenter progressivement en fait avec plusieurs niveaux si c'est nécessaire. Euh, Ensuite, donc les pictogrammes qui sont utilisés, les symboles, ce sont des pictogrammes qui sont simples, en noir et blanc et qui sont faciles et qui va permettre en fait l'utilisation des pictogrammes. Donc des fois, c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, lorsque c'est utilisé, ça permet la permanence de l'information. Donc en plus, ça va vraiment permettre que l'information qu'on souhaite transmettre va être gardée en visu pour la personne et ça va faciliter la compréhension. Ils doivent répondre ces pictogrammes ou ces symboles à 3 critères: être pictographiques pour suggérer le concept,
être simple pour pouvoir être dessiné à la main, utilisé d'une façon similaire à l'écriture et facilement mémorisé. Donc, voilà. Donc là, on a les symboles et puis les pictogrammes. Et puis, appuyer, encourager la structure du langage. Et tous les mots peuvent être représentés, pardon, mais en fonction surtout du niveau de la personne, comme je vous le disais juste avant. Euh, Ces symboles peuvent être utilisés aussi pour plusieurs choses. Donc, pour créer un tableau de communication, par exemple, donc exprimer ses besoins, pour traduire des consignes, un livre, le déroulement d'une sortie ou la prise d'un médicament. Ou par exemple pour ce qu'on appelle faire un chaînage, donc enchaînement d'étapes complexes, par exemple bah, apprendre à se brosser les dents, apprendre à s'habiller, etc. Pour créer un emploi du temps visuel, on en parlait là au tout début, mais en tout cas, ils peuvent être tout à fait utilisés pour ça. Et puis, bah, rendre la personne autonome aussi lors de situations concrètes de la vie quotidienne, une liste de courses, suivre une recette, des choix d'activités ou ranger, par exemple. Donc, ces symboles, ils sont vraiment utiles pour plein de choses, en tout cas. Euh, donc, encore une fois, lorsqu'on va enseigner le Makaton, attention à bien personnaliser le vocabulaire en s'adaptant aux préférences et aux besoins de la personne. Donc, pas trop mettre d'un coup. Lorsqu'on commente, on va enseigner de façon planifiée. On va introduire 3 à 5 mots uniquement pour commencer. Et nous allons signer les mots en sollicitant et inviter à imiter la personne. Donc, lorsque la personne, bah, par exemple, veut un gâteau, en premier instant, donc nous allons signer le mot gâteau. Et si la personne, bah, du coup, nous imite, on va lui donner le gâteau, par exemple. Des fois, il est nécessaire de la guider, ce qui est parfois un petit peu compliqué. Il peut y avoir une personne qui est derrière elle et qui guide, et qui la guide également pour qu'elle fasse le signe correspondant. Au début, donc, on va renforcer les apprentissages, c'est-à-dire en fait valoriser chaque étape, chaque apprentissage, pratiquer donc dans la vie quotidienne avec une utilisation fonctionnelle. Donc vraiment retrouver des choses que la personne elle peut demander dans son quotidien et des choses qu'elle aime, qui la motivent, comme avec le classeur de communication. Et puis bah, féliciter lors d'une situation, d'un signe en situation, parce que tout ça, c'est des choses qu'il faut valoriser. Et puis, bien sûr, comme les images, hein, la généralisation, qui est notamment un peu compliquée dans les TSA, on va utiliser ces signes avec un maximum de personnes différentes, dans différents lieux et à différents moments pour que cette personne puisse du coup bah, demander son gâteau partout et avec plusieurs personnes. Parce que si elle demande uniquement dans un environnement avec une personne, c'est qu'elle n'a pas bien appris. Voilà. Alors là, donc ça, c'est toute une réflexion qu'on peut avoir avant de mettre en place en fait les pictos ou les signes, c'est-à-dire quel outil choisir. Donc là, j'ai répertorié les choses plutôt positives par rapport aux pictos et aux signes, et puis bah, les choses plutôt négatives qui bah, parfois posent problème, puisque ces outils ont aussi leurs limites, même s'ils peuvent être très très utiles. Donc au niveau des pictos, ce qui est super, c'est qu'ils aident à la compréhension, ils facilitent l'apparition du langage, donc toutes les études l'ont montré. Les images sont partageables universellement, c'est-à-dire que vous allez être, la personne va être dans n'importe quel environnement. Si elle donne un pictogramme, boire, manger, etc., tout le monde, normalement, est en mesure de comprendre ce qu'elle souhaite. Et même des tout petits hein, qui peuvent très bien comprendre ce que souhaite la personne, parce que bah, du coup, c'est représentatif de quelque chose. La formation est accessible et relativement simple pour les professionnels, mais aussi pour les aidants. Les choses qui sont plutôt négatives, c'est que il faut toujours avoir sur soi bah, son classeur ou sa tablette. C'est lent, c'est-à-dire qu'effectivement, pour une simple demande, il faut que la personne elle puisse prendre son classeur, aller prendre un pictogramme lorsqu'on utilise la bande phrase, utiliser le je veux, utiliser le pictogramme, la bande phrase, se déplacer vers la personne. Donc certaines personnes parfois se arrêtent et sont démotivées, ou alors bah, c'est trop long, c'est trop coûteux, c'est trop difficile. Donc du coup, il faut adapter ces supports pour qu'ils soient plus faciles. On a besoin de compétences de discrimination, c'est-à-dire de différencier bien les pictos et que pour qu'ils puissent en fait bah, quand même bien comprendre ce qu'ils demandent. Et puis des compétences motrices, le fait de pouvoir arracher les pictos. C'est pour ça le fait de pointer par exemple ou de montrer en fait simplement ce qu'ils souhaitent ou avec le mousqueton aussi permet en fait de pallier un petit peu à ces limites.
Et puis un grand besoin de préparation matérielle. C'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup de problématiques de couper les pictos, les plastifier, etc. Et puis j'ai même oublié de rajouter, ces pictos peuvent parfois se perdre malheureusement, et ça c'est souvent le souci des familles par exemple, ou même en institution. Au niveau des signes, donc les signes vont soutenir la compréhension également, hein, et puis soutenir l'apparition du langage oral, tout comme les pictos. Et l'avantage, le gros avantage, c'est que la personne a toujours son moyen de communication avec elle, c'est-à-dire ses mains, à la différence des pictos qui se perdent et parfois le classeur est. Malheureusement, les signes, ça demande beaucoup de formation pour tous les acteurs autour de la personne. Et puis en plus de ça, il peut y avoir différents signes qui sont utilisés dans le langage des signes. Des capacités d'imitation, des capacités de coordination motrice, d'observation, l'attention aussi qui sont difficiles pour les TND et notamment les TSA. Et puis voilà, l'évolution des signes, beaucoup de variations dans les langages. Et il y a un manque de procédure d'enseignement qui est bien précise à la différence en fait de la communication par image où vous avez pu voir différentes phases avec différentes étapes qui sont bien précises, ce qui n'est pas le cas en fait pour l'utilisation des signes. Donc voilà, c'est important de toujours se questionner par rapport à ça et puis à la suite de l'évaluation du Comvor et puis à la suite des questions de prérequis, de ce que fait déjà la personne, de qu'est-ce qui va être le plus facile dans son environnement, dans son orientation, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et qu'il faut se poser avant de mettre en place un moyen de communication. Alors, ensuite, on peut retrouver le TLA. Donc, j'en ai vu pas mal aussi dans des établissements dernièrement. Donc, c'est un outil qui est plus récent. Le TLA, en fait, c'est une version simplifiée du POD, qui est un gros classeur avec ce genre de tableau, ce genre d'intercalaire, avec des symboles et des images qui tiennent le plus généralement sur une page. Donc, on a une taille de la grille et donc le nombre de symboles qui peuvent varier selon les besoins, les capacités de la personne et selon le contexte. Donc, c'est-à-dire que il est tout à fait possible d'adapter aussi les TLA et il faut les adapter en fonction aussi des besoins de la personne. Donc là, on voit en fait plusieurs pictos, mais on peut en mettre moins, on peut en mettre plus. Il y a pas de règle, en tout cas par rapport à ça. Et ces tableaux vont permettre en fait d'exprimer des phrases courtes et ils sont reliés à une activité précise. C'est-à-dire que on va en fait, par exemple, mettre un TLA pour le bain, un TLA pour la cuisine, c'est-à-dire pour le déjeuner. Là, donc, on parle de la pâte à modeler ou une activité, bah, du coup, on peut mettre en fait la planche TLA dans la boîte de pâte à modeler. C'est-à-dire qu'on utilise ces planches de communication en situation naturelle et on va fournir un modèle à la personne pour du coup utiliser l'outil. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, en fait, nous pointons également les images pour pouvoir en fait communiquer avec la personne et dire la même chose, c'est-à-dire bah, par exemple, tu veux manger ou c'est délicieux, etc. Et suite au fait que nous utilisons ça, la personne va reproduire la même chose et va nous imiter. Donc c'est très interactif. Et ça va permettre en fait à la fois que la personne elle fasse des demandes, elle fasse des commentaires, par exemple sur son environnement. Donc, par exemple pour l'atelier cuisine, bah, c'est bon, c'est délicieux, j'ai envie de goûter, ce genre de choses, donc des demandes ou des commentaires sur son environnement. Et nous-mêmes, lorsqu'on l'utilise, on va faire la même chose. Grâce à ça, ça va permettre aussi pardon, de soutenir le langage. Donc, c'est un super outil qui développe aussi le langage hein, comme les autres, mais qui est un petit peu plus complexe. On va voir quand est-ce qu'il faut se poser la question en fait, de l'utiliser ou pas et quel niveau aussi, parce que ça demande quand même un certain niveau. Euh, et donc, voilà, on a vraiment, je reviens ici, mais des choses là, vous voyez, un TL à bulle avec des choses qui correspondent donc les bulles, le gros, le beaucoup. Donc par exemple, bah, la personne, elle peut par exemple dire je souffle les bulles. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Et puis bah, elle peut faire oh en touchant. Et puis nous aussi, c'est-à-dire qu'on va également faire la même chose. Donc en disant waouh, oh les bulles éclatent par exemple. Alors c'est fini lorsque c'est fini. Là, je pense qu'on a un TL à ballon. Voilà, donc on retrouve plein de pictogrammes qui correspondent.
à tous les, on va dire, les demandes ou les commentaires qui peuvent en fait correspondre à cette activité. Mais encore une fois, on l'adapte, c'est-à-dire qu'on peut aussi très bien se poser la question en disant, bah voilà, qu'est-ce que la personne, elle peut demander lorsqu'on fait une activité peinture ou lorsqu'on fait une activité promenade, qu'est-ce elle a l'habitude de demander et utiliser en fait des pictogrammes qui correspondent à ces deux demandes ou alors qu'est-ce qu'elle peut commenter et du coup on utilise des pictogrammes qui correspondent. Donc c'est quelque chose d'assez assez naturel. Euh, et puis voilà, on peut se questionner notamment dans quand est-ce qu'on utilise un TLA, quand est-ce qu'on utilise plutôt le classeur de communication classique. Alors, pour les échanges d'images, donc c'est-à-dire pour le classeur de communication, on va souvent l'utiliser pour les personnes qui sont non-verbales ou qui ont peu de comportement verbal. C'est-à-dire que principalement, lorsqu'elles font ou elles font des demandes ou elles tentent de faire des demandes. Donc les demandes, c'est ce qu'on retrouve en fait beaucoup, c'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend le plus facile et ce que souvent les petits dans le jeune, dans le développement, le jeune enfant en fait, va souvent faire des demandes en premier, demander sa mère, demander des choses, etc. Et c'est des choses qu'on enseigne rapidement et les petits en fait font ça en pointant, en demandant, etc. Et par la suite, il y a des commentaires qui peuvent arriver et qui arrivent, bah, par exemple, quand l'enfant voit un avion dans la rue, il va dire voilà, avion, en montrant, il ne s'agit pas d'une demande, il s'agit d'un commentaire, ce qu'on appelle un tact en comportement verbal. Et du coup, c'est vrai que le PEX peut soutenir ça, pardon, le classeur d'image, mais le TLA va plus permettre ça. Donc, pour les personnes qui font des demandes ou ne parlent pas, ou alors parlent pas du tout, font quelques demandes, pointent, etc., où on ne comprend pas, mais qui s'orientent souvent sur des demandes de quelque chose, demander un objet, demander à boire, demander à manger, etc., demander à faire quelque chose, à faire une activité, et que ça se limite à ça, on va rester plutôt sur l'échange d'images. Et puis, pour une personne bah, qui va en fait faire des commentaires, mais qui, par exemple, peut pointer pour commenter des choses, mais par exemple, on ne peut pas comprendre ça. Donc, par exemple, il fait beau, elle va montrer dehors et va nous dire quelque chose en lien avec ça, mais on n'est pas sûr parce que c'est pas compris. Donc, là, le PEX va pas trop soutenir ça. Donc, le TLA va permettre en fait que la personne elle puisse utiliser en fait ces images pour commenter et nous on peut répondre à ces commentaires-là, ce qui est moins le cas en fait avec le classeur de communication. Donc, pour les personnes, par exemple, qui sont verbales, qui parlent un petit peu, qui font des demandes, des commentaires et qui ont des compétences en intraverbal. Donc, par exemple, quand on leur demande comment ça s'est passé la journée, qu'est-ce que tu as fait, etc., et qu'elles sont capables de répondre, on va plus s'orienter vers un TLA. Parce que le TLA aussi va demander beaucoup de compétences de discrimination parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images, même si on l'adapte. Donc, ça nécessite quand même aussi que la personne ait certaines compétences de discrimination importantes. Voilà, donc une réflexion aussi à avoir quand on met en place quelque chose, tout en sachant qu'il est tout à fait possible de commencer par un échange d'images, le classeur de communication, et puis lorsqu'on voit que ça ne soutient pas assez les commentaires, par exemple l'intraverbal de la personne, on peut aller vers un TLA aussi par la suite. Voilà. Et puis, la communication donc expressive par objet. Lorsque la personne, bah, voilà, on a essayé la communication par image, il n'y a aucune discrimination, c'est très compliqué pour elle, ça ne fait pas de sens et qu'elle ne comprend pas. Que les signes aussi sont très complexes, sont très compliqués à apprendre pour la personne. On peut utiliser des objets qui vont, ce qu'on dit, donc des objets fonctionnels qui sont mis à la disposition de la personne pour qu'elle puisse faire des demandes correspondantes. Donc, on peut par exemple mettre une boîte d'objets ou même mettre des fois, il y a des tabliers aussi qui existent avec des objets en fait du quotidien. Et par exemple, la personne peut demander la fourchette pour demander à manger. Elle peut aller se déplacer vers ses chaussures pour aller demander en fait à se promener, à sortir, ce qui signifie en fait bah, là je veux sortir ou bah, un verre pour demander à boire, par exemple, prendre un ballon pour jouer, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche aussi bien hein, et qui peut aussi aider en fait ces personnes à communiquer lorsque différents outils sont pas mis en place. Alors, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il faut les avoir un peu partout. Donc, quand on a la possibilité, c'est mieux de passer par les images.
avoir un petit classeur qui répertorie ça ou une tablette ou alors un TLA, c'est quand même plus simple de se déplacer qu'avec tous les objets. Mais voilà, encore une fois, si la personne, ça lui a été difficile de comprendre et d'apprendre ces autres modalités, il est tout à fait possible de les utiliser. Et puis, donc, du coup, pour terminer, donc, il est très important d'apprendre un moyen de communication pour toute personne qui n'a pas la possibilité de communiquer, donc d'un point de vue éthique également. Et puis, bah, on sait hein, voilà, que ça permet de réduire les troubles du comportement. Donc, les études aussi ont montré ça. La prise en charge de la personne avec troubles neurodéveloppementaux, du coup, nécessite d'utiliser ces différents outils et surtout de les adapter pour chaque personne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, une personne, elle n'aura pas tout le temps, elle n'aura pas le même moyen de communication qu'une autre personne. Et parfois, on doit adapter ces supports-là, les simplifier, les modifier, les changer. Et on essaye des choses, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Et puis, ces outils de communication, bah, ils soutiennent la compréhension et également le langage oral. Voilà, donc on a fini. Euh, je vais mettre les, vous verrez du coup je verrai les commentaires, pardon, et puis j'essaie de répondre à toutes ces questions. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.